On entend souvent qu'il faut transformer nos organisations pour faire face aux défis du changement climatique et de la crise environnementale. Plus facile à dire qu'à faire. Car ce n'est pas qu'une seule affaire technique. Il s'agit d'une nouvelle manière de décider. Ce sont des renoncements à assumer. Ce sont des attachements à préserver. Ce sont de nouveaux récits à inventer. Bref, il s'agit d'une nouvelle ingénierie de la décision adaptée au monde de l'Anthropocène. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Time to Reset. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Monin. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, je vais essayer de te présenter. Tu es chercheur, spécialiste des questions de redirection écologique. Tu es également philosophe. Est-ce que j'oublie des choses dans ta présentation ? Non, on peut dire qu'actuellement je suis directeur scientifique du POPSU, plateforme d'observation des politiques et stratégies urbaines de la métropole Nice-Côte d'Azur, que j'ai travaillé dans un grand centre de recherche en informatique, en école de management, peut-être demain encore dans un autre cadre. Donc voilà, j'ai aussi une expérience de cadre de travail assez divers, assez varié. Ok, super. Bah écoute, je suis ravi de t'accueillir pour cet épisode de Time to Reset. Et puis ensemble, on va parler de plein de sujets passionnants. Alors au menu du jour, on a plusieurs grandes thématiques. Un premier sujet autour de finalement l'Anthropocène. Qu'est-ce que ça implique finalement pour nos sociétés ? Quelles sont les lignes de fracture qui sont en train de se créer, les lignes de transformation qui sont en train d'apparaître ? Et puis ensuite, on parlera finalement de la question de la redirection écologique. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle des territoires, à l'échelle des entreprises ? Finalement, comment on travaille cette question de l'adaptation de notre système à ce nouveau monde qui émerge jour après jour autour de l'Anthropocène ? Et on terminera évidemment avec une approche un peu plus personnelle sur qu'est-ce que ça dit de nous et quelles sont finalement les compétences ou les postures qu'on doit être en mesure de travailler pour évoluer dans ce monde qui est en train de se dessiner. À travers tes yeux, Alexandre, comment est-ce que tu vois finalement les transformations du monde à l'œuvre et comment tu les décrirais aujourd'hui ? Alors c'est une vaste question. Je dirais qu'on voit aujourd'hui, et notamment depuis le début de l'année, on dit parfois qu'il y a des décennies où il se passe très peu de temps, et puis en très peu de temps, il se passe des décennies. Il y a des accélérations comme ça qui viennent de loin, qui ne sont pas sui generis, bien évidemment, mais il m'apparaît qu'on vit une accélération de ce type-là, pas forcément positive, on le voit tous les jours. Néanmoins, voilà, il faut pas rester dans un état de sidération par rapport à ça, mais au contraire, en prendre la mesure et arriver à réagir. Et je pense notamment évidemment à tout ce qui se passe depuis l'élection de Donald Trump, qui est une réélection d'ailleurs. Donc c'est un second événement, c'est pas un apax, c'est pas quelque chose d'inédit. C'est pas un accident. C'est pas un accident, simplement, justement, en tant que réitération, là il y a quelque chose d'inédit, et une réitération qui va évidemment beaucoup plus loin et qui a été préparée, et du coup ça change beaucoup de coordonnées, ça change la donne, notamment sur les questions en particulier environnementales. Avec en plus depuis au moins 2 ans maintenant, mais ça couvait depuis plus longtemps, en particulier depuis la pandémie, même si ça ne remonte pas que à la pandémie, une forme de backlash écologique. Alors on l'appelle backlash écologique depuis maintenant 2 ans, mais il y avait en tout cas un désamour grandissant vis-à-vis de l'écologie. Je disais qu'on avait commencé à l'apercevoir pendant la pandémie. Il y avait eu notamment des chercheurs qui avaient analysé l'idée de confinement climatique qui avait très tôt commencé à circuler. Je crois que la note date de 2021. Donc 2021, ça veut dire qu'ils ont quand même fait un travail sur les confinements qui était un travail quasiment immédiat sur les impacts des confinements, pour montrer qu'en fait les gens avaient déjà, ceux qui en tout cas avaient des tendances un peu complotistes, commençaient à théoriser le fait que la pandémie, qui était une fausse pandémie, n'allait pas pouvoir être maintenue comme raison crédible pour mener l'expérience sociale qui était les confinements, et que donc il fallait trouver une autre raison sous-jacente d'imposer une mainmise finalement aux populations, et que cette raison toute trouvée, c'était le climat. Et donc très vite, il y a eu ce soupçon jeté comme ça sur les questions climatiques, comme des questions extrêmement contraignantes,
On ne parle pas là d'écologie punitive, hein, ça va même beaucoup plus loin que ça. On parle vraiment de cette idée d'un contrôle social accru du fait justement des questions environnementales, d'une atteinte à la liberté, etc. etc. J'ai envie de rebondir immédiatement parce qu'on est sur un timing qui est quasiment parfait de ce point de vue-là. Hier, le président américain Donald Trump a fait son allocution à la tribune de l'ONU. Et en réalité, une véritable charge en fait, sur les questions écologiques, avec une négation très affirmée du changement climatique, de la crise environnementale, l'arnaque des énergies vertes, des énergies renouvelables. Donc on est en plein dans ce que tu décris, hein, qui est à ce stade, qui est même plus, on va dire, d'être réticent sur ces questions-là. On est dans une négation en fait du phénomène. On est dans une négation du phénomène, effectivement. Il a dit que c'était, je crois, j'ai pas vu son discours encore, mais la plus grande arnaque de tous les temps ou quelque chose d'approchant. Et en fait, c'est cohérent avec ses positions antérieures. De ce point de vue-là, il ne fallait pas attendre autre chose. Parce que très vite, justement, cette question climatique est devenue finalement un point de contentieux idéologique, une sorte de raison pour changer le mode de vie américain, entraver les libertés, etc., etc. Et cette raison-là, finalement, c'est très visible quand elle s'impose aux États-Unis, qu'on a un porte-parole comme Donald Trump qui s'en fait l'écho, mais on pourrait tout à fait avoir des discours approchants chez nous sur les réseaux sociaux, à droite à gauche, selon les configurations, avec des populations pour autant très diverses, avec une vie politique qui est encore un petit peu différente de celle des États-Unis, mais qui vraisemblablement se trumpise et va se trumpiser au fur et à mesure, on le voit dans plein de pays par ailleurs. Donc la difficulté, c'est évidemment que on a un logiciel où on veut contre-argumenter à partir justement des faits, en disant mais ces gens-là ne peuvent pas dire autant d'énormité, c'est pas possible, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est pas tant qu'il faut attaquer des croyances ou des dénis, c'est qu'en fait ils ont une posture idéologique et qui rapporte, j'allais dire, électoralement. Qui leur permet de tisser un certain nombre d'alliances, qui leur permet d'avancer un certain nombre de pions. Donc il ne faut pas du tout être naïf par rapport à ça et simplement brandir le drapeau comme ça de la science et des faits pour s'y opposer, ce qui sera absolument insuffisant. Et par ailleurs, on n'est pas toujours nous-mêmes vis-à-vis de nos incohérences, les meilleurs porte-parole de la science. Et si notre action à nous était indexée sur les savoirs scientifiques, ça serait aussi. Donc il n'y a pas qu'une solution de continuité, mais en tout cas c'est une version effectivement tout à fait extrême, mais qu'il faut par contre prendre au sérieux plutôt que le phénomène Trump en général, hein, et tout ce qui va avec, cette fascisation du monde. Moi j'y vois un phénomène anthropologique extrêmement important, et il ne faut pas se faire d'erreurs par rapport aux questions qu'on pose, et il ne faut pas non plus entrer dans des postures qui seront des postures non seulement ineffectives, mais des postures en fait qui vont alimenter ce phénomène. Moi, je discutais avec un grand groupe, pas forcément dire lequel ici, et je leur disais, votre communication, pour dire aux gens qu'il faut être vertueux, soigner l'environnement, etc., etc. En fait, il y a un mélange de pédagogie, un mélange aussi de contradiction, parce que ça vient d'une institution qui elle-même n'est pas forcément au clair avec ces questions, mais qui propose quand même aux gens un impératif comme ça d'écologiser leur vie, etc., etc. Il leur envoie un sentiment parfois qui peut être effectivement un peu culpabilisant. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu absolument inaudible ou même insupportable en fait pour toute une partie de la population. Et ça nourrit finalement une attente. C'est comme si la communication, je dis parfois, elle est au niveau 1 et les gens, ils sont déjà dans le feedback négatif. Ils n'attendent que cette communication-là pour réagir parce qu'ils ont tout à fait factorisé ce type de communication et de message qui leur est adressé. Et mettre de l'huile sur le feu. Exactement. En fait, et la place à laquelle on les astreint aussi ce faisant, c'est-à-dire la place de personnes qui doivent recevoir un message, qui doivent écologiser leurs pratiques en ignorant par ailleurs les difficultés, les contradictions dans lesquelles les personnes sont, les attachements, les dépendances qui font qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça de changer de vie, de changer de mode de vie, etc. etc. Mais j'ai envie de réagir à ça parce que je trouve que c'est intéressant. Moi, je me suis fait la réflexion suivante. Effectivement, tout ce que tu viens de décrire, je le partage en fait. Je trouve ça très intéressant. Mais je trouve qu'il y a une forme aussi de finalement. En fait, il y a plusieurs phénomènes qui se juxtaposent en fait dans cette histoire. C'est que d'un côté, en fait, le réel n'est plus intéressant pour discuter de notre vision du monde collectif et de ce qu'on cherche à faire ensemble.
Et ça, c'est plutôt le champ de la politique qui, en fait, est en train de sortir du réel. C'est-à-dire que les discours prennent plus de place que ce qui se passe pour de vrai. Et là, on a, je trouve, une espèce de déconnexion un peu croissante qui va dans le monde politique, et cette espèce de trumpisation que tu décrivais qui est, en fait, on peut dire tout et son contraire. On peut aller à gauche et à droite le lendemain. On peut s'écarter des faits. On peut essayer, en fait, finalement... l'opinion devient une forme de réalité en soi. Et ça, je trouve que c'est très marqué, on va dire, dans la sphère politique. Et après, il y a la question du contrôle de cohérence, que je trouve aussi intéressante, c'est qu'il y a une forme de sensibilité un peu généralisée au fait que, en fait, toutes les incohérences sont traquées et discutées dans les discours, alors même que les gens sont de moins en moins capables d'être nuancés aussi dans ça. Et donc ça, je trouve que c'est un phénomène qui est plus quasiment sociologique, qui est lié à l'essor des réseaux sociaux, probablement peut-être moins vrai dans la vie réelle, mais quand même un peu alimenté par cette sur-représentation en fait, du discours à travers les réseaux sociaux, qui alimente une espèce de... en fait, les gens ne supportent plus les discours qui ne sont plus cohérents, mais ne sont plus capables non plus d'entendre que nous-mêmes, chacun à titre individuel, ce que tu décrivais, hein, il n'y a aucun être humain qui, je pense, peut se targuer d'être complètement cohérent et rationnel pour lui-même. Et donc il y a ce deuxième phénomène qui, quasiment de mon point de vue, est plus dangereux. En fait, le côté... en fait, on a des sociétés qui sont en train de se fragiliser en fait, dans leur capacité à entamer des dialogues un peu féconds, parce que rétif à la nuance et un peu en embuscade sur ce qui ne va pas chez l'autre. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je distingue bien ces deux phénomènes, parce que je trouve que ces deux... qui se nourrissent très bien d'ailleurs, hein, l'un et l'autre, mais qui sont pas exactement les mêmes, qui jouent pas dans le même sens. Non, tout à fait. Pour revenir sur le premier et avant d'aller sur le second, parce qu'il y a des choses à dire sur chacun d'entre eux. Concernant la place des faits, la place du réel, comme tu l'indiquais. Alors, ça fait depuis pas mal de temps qu'on parle effectivement d'un tournant narratif, et puis dans le milieu de l'écologie, on insiste beaucoup sur la question des récits, etc., etc. Mais je trouve qu'il y a d'autres opérateurs pour comprendre un petit peu, notamment ce phénomène Trump, que moi je renvoie encore une fois à un phénomène anthropologique. Donc, c'est pas Trump en tant qu'homme politique, c'est tout ce que ça nous dit derrière, d'une certaine manière, d'une certaine condition humaine et de comment on fonctionne, etc. Donc, et je pense qu'il y a des choses très profondes derrière ça, que le masque un peu clownesque, mais en même temps très puissant de Trump peut masquer dans l'analyse, parce qu'on va vite remplacer l'analyse par une forme de mépris ou de condescendance, alors qu'il y a des choses à comprendre derrière tout ça. Un élément que moi je mentionnerais ici qui me semble intéressant, c'est le catch. Donald Trump, c'est un fan de catch depuis très très longtemps. Il a d'ailleurs dans certains de ses hôtels hébergé des conventions de la WWE à l'époque, WWF, maintenant la fédération, qui est une entreprise en réalité, hein, c'est pas une vraie fédération sportive, de catch, de la même manière que c'est pas un sport, c'est plutôt un divertissement avec beaucoup de muscles et d'activité physique derrière, ce qui change beaucoup de choses, hein, notamment la protection des athlètes, etc. Et dans le catch, il y avait quelque chose qui est très important, c'était qu'on savait que c'était du faux, mais personne ne le disait. C'était ce qu'on appelait le kayfabe. C'est un terme qui vient du monde du catch. Il ne s'agissait pas de casser cette barrière entre le réel et la fiction. On faisait semblant de ne pas savoir que c'était du faux, alors qu'on le savait, ce qui maintenait en même temps une forme d'illusion, comme ça. Et puis, ça a été rompu au fur et à mesure. Il y a eu un intérêt, peut-être même économique, à rompre un peu ce kayfabe, qui s'est fait sans frottement. Et on parle aujourd'hui, une journaliste qui a étudié un petit peu tout ça, qui a écrit un livre sur Vince McMahon, le patron, l'ex-patron de la WWE ensuite, parle de néo-kayfabe. C'est-à-dire, une fois que ça a été rompu, loin de se dire, maintenant on sait que c'est du faux et tout le monde en parle, à partir du moment où le faux se généralise, on ne sait plus sur quel pied danser. C'est-à-dire qu'on ne sait plus au sein du faux quand le vrai fait irruption ou non. Là, il y a un conflit entre deux athlètes, un accuse l'autre de coucher avec sa femme, etc. C'est un peu une narration qu'on peut avoir. Mais peut-être que c'est vrai, en fait. Puis surtout que c'est un milieu où ça peut arriver. Donc comme dans tous les milieux, en fait. Mais du coup, les gens, en fait, sont plus capables de distinguer le vrai du faux.
Et du coup, c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça que quand on pose la question, mais parfois les gens disent, mais le catch, on sait que c'est du faux, et ces gens-là ne sont pas assez bêtes pour y croire. À la fois, les gens n'y croient pas, ils savent que c'est du faux. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Ouais. Et en fait, parfois, je me souviens, il y a un catcheur très connu, Undertaker, qui dans la narration avait un frère qui s'appelait Kane. Et en fait, les gens viennent le voir aujourd'hui, ils disent, mais comment il va ton frère Kane. Ouais. Donc en fait, non, c'est pas mon frère. Mais lui, il répond en disant, il va bien, il est maire d'une ville, etc. Et en fait, c'est une espèce d'indistinction. Et en même temps, pas tout le temps. Parfois, les gens savent faire la différence. Parfois, il y a une distinction. Parfois, ça se mélange. Parfois, ça se mélange pas. Parfois, on a l'impression d'être souverain vis-à-vis de nos croyances. Je sais trier entre le vrai et le faux. Puis en fait, parfois, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et on est dans cette espèce d'indécision-là qui, je pense, nous dit quelque chose de beaucoup plus profond sur les croyances que la fameuse interrogation. Mais est-ce que ces gens-là y croient ou est-ce qu'ils n'y croient pas? Est-ce qu'ils sont cyniques ou est-ce qu'ils y croient? En fait, on peut se prendre au jeu. Et à un moment donné, on ne sait plus trop soi-même ce qui est de l'ordre du vrai, ce qui est de l'ordre du faux. Et voilà. Puis c'est toujours plus facile à détecter, ou en tout cas d'avoir ce regard-là chez autrui. En fait, Bien ce que sûr. je trouve hyper intéressant, c'est ces gens-là. Exactement. Ces gens-là, c'est Exactement. toujours... quand même, Ouais. vous vous rendez bien compte. Mais chez toi, Exactement. Exactement. elles sont où tes... Exactement. elles Parce sont que où c'est tes les hommes mêmes de phénomènes, flou? en fait. On peut Mais tout à on faire les a... le même je pense phénomène. que c'est très humain, en fait. Exactement. C'est que de toute Exactement. façon... j'avais vu une vidéo d'un humoriste qui disait « Vous ne croyez pas du tout aux théories du complot ?» Et pas du tout. Et ensuite, il dit « Écoutez, je sais pas, un gouvernement qui gère des millions de personnes, voilà, c'est quand même... moi, j'ai 2 enfants. Je leur mens tous les jours. » Donc du coup, j'avais trouvé ça très intéressant parce que, en fait, ça questionnait. C'est moins la question de la théorie du complot que, en fait, du lien avec la confiance. Qu'effectivement, il y a des endroits où il y a des zones où... Et si le doute est permis. Et en fait, c'est vrai qu'il y a cette espèce de regard-là où chez les autres, on se dit non, quand même, et chez soi. Exactement. Et puis, il peut y avoir même, parfois, c'est plus ou moins contrôlé, encore une fois. Savoir ce que pense Trump, moi, je me hasarderais pas à le dire, ce qu'il pense vraiment, ou est-ce qu'il est cynique, ou est-ce qu'il ne l'est pas. Mais il peut y avoir aussi un malin plaisir à dire qu'en fait, le climat, c'est une arnaque mondiale. Parce que ça met par terre les politiques européennes, ça met par terre tout un tas d'acteurs auxquels Trump lui-même est hostile. Et j'allais dire, est-ce que c'est juste du cynisme ou à un moment donné, lui, il arrive à s'en convaincre? Et c'est ça, en fait, une des forces de Trump, d'ailleurs, c'est qu'il peut dire des choses tout à fait contradictoires elle-même, comme on peut avoir des croyances contradictoires, comme on l'indiquait à l'instant. Ce qui a été sa force poétique pendant un moment. Et d'ailleurs, quand on posait la question aux fans de Trump, certains disaient, bah oui, je sais bien que ça, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Puis ça emmerde les démocrates, donc du coup, c'est pas grave, ça, c'est très bien. Et là aussi, il peut y avoir une forme d'indistinction. Alors, ça a connu sa limite quand même récemment, notamment avec l'affaire Epstein. Oui, ça lui est revenu un peu en boomerang. Ça lui est revenu en boomerang parce que là, par contre, il a dit, bah écoutez, ça c'est plus intéressant. Et en plus, bon, visiblement, il était très copain avec Epstein. Et là, c'était quand même un moteur pour pas mal, notamment de gens qui suivaient Trump et qui étaient de la mouvance QAnon, qui étaient investis dans ce mouvement-là par une défense assez fantasmatique des enfants victimes d'un complot pédophile ourdi par les démocrates, Hillary Clinton, etc. Et du coup, Trump étant lui-même à ce moment-là mêlé aux affaires d'Epstein, certains finalement n'ont pas réussi à surmonter la contradiction. Ça a été de trop. Mais jusque-là, c'est quand même quelque chose qui fonctionnait relativement bien. Et sur l'autre aspect qui est très important aussi, c'est ce que moi j'appelle la question de l'ambivalence en fait. Et effectivement, je trouve qu'on manque dans le champ académique, et ça se reflète sans doute ailleurs, en tout cas dans le champ académique, on manque de théories ou de cadres théoriques qui permettent de donner une place à des phénomènes d'ambivalence. Si on appréhende les choses avec une idéologie bien carrée qui permet de tout expliquer, ça exclut de fait des phénomènes ambivalents. Justement, tout ce qu'on disait tout à l'heure, mais est-ce que les gens y croient ou ils n'y croient pas? C'est ambivalent, ça dépend des fois. Parfois ils sont pris à leur propre jeu, parfois ils sont cyniques. C'est difficile à savoir. Alors que là, il faut trancher, vraiment savoir ce qu'il en est. Moi, j'ai toute une théorie là-dessus, c'est que je suis persuadé que c'est le rôle de la certitude. C'est que
En fait, la seconde moitié du XXe siècle nous a autorisés à être très certains. Parce qu'on vivait dans un monde stable, le fameux monde stable, linéaire. Et lors du dernier podcast avec Ilian Mundi, que tu connais, je crois, on évoquait la question de la planification. Et je lui exprimais un espèce de malaise par rapport à ça. C'est que je comprends l'enjeu de la planification pour plein de sujets. Ce qui me gêne profondément, c'est justement la forme que ça peut prendre, c'est-à-dire, regardez, je vous ai dessiné un plan en 15 étapes, 200 sous-étapes, 300 actions, 400 projets, qui peut quand même faire penser qu'il n'y a pas de place en fait à cette forme d'incertitude, à cette forme de discussion qui va être nécessaire, parce que sur plein de sujets où en fait, oui, on sait qu'on ne sait pas trop en fait en réalité. C'est-à-dire, on sait dans quelle direction on doit aller peut-être, on se dit qu'il y a des routes qui sont peut-être plus ou moins intéressantes, mais je pense que justement essayer de renouer avec une forme d'humilité en fait sur quelle forme ça va prendre, comment ça va être mis en place, en fait plutôt tenter la pensée exploratoire en disant on va expérimenter, on va explorer cette approche là en fait, et ça colle très mal avec l'idée de certitude. En fait du coup première discussion, c'est comment on fait, on va voir. Et je trouve que ça, c'est un phénomène de société que je trouve ultra intéressant. Je ne sais pas si on arrivera à passer ce cap-là, d'accepter finalement que prendre des décisions aujourd'hui, c'est prendre des décisions en n'étant pas bien sûr de quelle forme ça va prendre. Mais cette ambivalence, en fait, ce manque d'ambivalence, en fait, c'est probablement, je sais pas, je le vois comme une forme d'héritage pour le coup, c'est des termes que tu aimes bien, mais un peu quand même de cette société très stable dans laquelle on a tous baigné quand même pendant un demi-siècle. Donc je sais pas ce que tu en penses, comment tu vois les choses par rapport à ça? Oui, ça rejoint en tout cas la posture de la redirection écologique, notamment en lien avec ces questions de planification, à savoir qu'il faut faire atterrir aussi les arbitrages, qu'il faut laisser aussi une capacité quand même à des territoires, à des collectifs, de décider aussi quel va être leur avenir. C'est-à-dire si on leur dit votre avenir c'est ça, parce que c'est bon, j'ai couvert vos besoins essentiels, donc maintenant c'est plié, tout est... Voilà. Je suis pas sûr qu'en plus aujourd'hui, amené de manière très technocratique, ça puisse passer. Donc oui, il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait du répondant, il faut qu'il y ait un petit peu ou beaucoup même de marge de manœuvre, et je te rejoins là-dessus. Si l'intention planificatrice peut être intéressante, dans l'exécution ou la perspective pas toujours très démocratique, il y a un point aveugle, et notamment côté redirection écologique, dans le fait que si on se cale sur les besoins, on a du mal peut-être par contre à prendre en compte les attachements, c'est-à-dire, et là aussi les attachements ils sont ambivalents, les attachements des personnes en situation, pour comprendre véritablement dans quelle situation on va les mettre une fois que notre beau plan va commencer à se mettre en action. On va creuser cette question-là. Avant d'aller dans cette direction, finalement, moi, quand je pense à la planification, et en off tout à l'heure, on discutait un peu, finalement, tu t'intéresses beaucoup aux questions de géopolitique autour de ces questions-là. Quand on parle des questions liées à l'écologie, ce qui est intéressant, c'est que globalement, l'Union européenne, aujourd'hui, elle est un peu coincée entre le marteau et l'enclume, quoi. Donc on a le marteau Trump, d'un côté, qui est plutôt dans une logique de fuite en avant, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire que c'est du déni climatique, par rapport à ce qu'il y croit vraiment ou pas, mais en tout cas, quelle est la posture qui est plutôt finalement de dire, en fait, bon gré mal gré, j'aurais plutôt une logique de prédation dans les années qui viennent pour aller m'accaparer les ressources dont mon pays a besoin, parce que mon mode de vie n'est pas négociable. Compris chez mes alliés. Voilà, chez mes alliés, enfin voilà. Mes alliés. Voilà, avec toute la valeur que ça a aujourd'hui. Et de l'autre côté, l'enclume, avec quand même une Chine qui, pour le coup, se cache pas du tout sur son ambition d'être la première civilisation écologique. Tout à fait. Et qui investit grandement ce sujet-là, avec moult planification pour le coup. Et donc qui apporte aussi un discours, alors pour lequel je trouve que c'est intéressant, parce que on ne peut pas considérer que c'est un discours démocratique autour de la transition écologique, mais il y a un discours autour de la transition écologique tout de même, et qui n'est pas du tout négationniste sur cette question-là, qui en font un levier de puissance et d'influence. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant un peu ce truc-là de l'ancien monde et le nouveau monde là, qui sont en train d'émerger, avec deux rapports complètement différents autour de la question écologique. Donc je suis curieux de voir un peu comment tu regardes ça et comment ça
ça vient titiller un peu tes travaux en ce moment. Écoute, tout à fait, et avec un point qui fait la jonction avec ce que tu disais aussi précédemment sur les contradictions qui sont soulevées, parce que je pense que ce qui est insupportable, je parlais de ce qui était insupportable pour les gens, entre guillemets, dans les injonctions à l'écologie et qui ne pouvaient plus être reçues aujourd'hui, et des discours comme ça qui sont des discours un peu lénifiants mais qu'on ne peut plus entendre, ce qui peut se comprendre par ailleurs. Sans trop critiquer non plus les institutions qui essaient parfois de bien faire. Il y a aussi au niveau de l'Union européenne des positions qui sont parfois vues comme des positions un peu moralisatrices, avec une Europe qui se considère comme étant une Europe de la paix, une Europe qui a des leçons à donner. Et par contre, quand elle n'est pas hyper clean sur ces dossiers, et c'est généralement pas le cas, quand on est une union de plusieurs pays, on est rarement très très clean sur tous ces dossiers. Et encore plus évidemment aujourd'hui avec la situation à Gaza, etc. En fait, les contradictions dans les discours européens la décrédibilisent totalement, y compris en interne, à l'extérieur et en interne. Et là aussi, c'est une affaire en fait extrêmement importante, parce que dans les discussions qu'on a notamment avec des collègues en ce moment, en s'intéressant justement à cette civilisation écologique chinoise, en s'intéressant à cette trajectoire américaine très particulière de cannibalisation de ses alliés d'une certaine manière, se pose la question de la place finalement de l'Union européenne dans tout ça, qui elle-même n'a pas forcément moult ressources pour faire face justement au maintien ou à la course à la puissance, ou ne serait-ce qu'au maintien de ces infrastructures, de ces capacités d'action, etc. Ce qui, moi, me scandalise pas que l'Union européenne ait des capacités à agir, des capacités militaires dans un monde de plus en plus compliqué. La question après, c'est aussi est-ce qu'il y a un contrôle démocratique, à quoi ça s'applique, etc. Et quels sont les pays qui ont accès à cette puissance-là. Et du coup, on voit pas forcément effectivement une diplomatie à la hauteur de ces enjeux. C'est-à-dire une diplomatie qui prend acte finalement déjà d'une part comme le fait la réaction écologique, des leçons du système Terre, en termes de finitude, en termes de soutenabilité faible, de soutenabilité forte, pour voir dans quelle direction on peut aller. Je suis pas sûr que les modèles sino-américains dans leurs différences soient applicables en Europe. Il faut les analyser pour ce qu'ils sont. Par contre, les importer chez nous, ça risque d'être quand même délicat. Surtout la situation est extrêmement différente. Et si l'Union européenne veut avoir une sorte de diplomatie qui oblige à repenser finalement les conditions de la souveraineté, parce qu'aucun pays aujourd'hui ne peut être souverain, et notamment au plan technologique seul. On ne peut pas produire, un peu le paradoxe, ce que dit José Alou, aucun pays ne peut produire la technosphère dont il dépend. Donc on est obligé de toute manière d'avoir des alliances, d'avoir des échanges, etc. Nous, on ne peut pas maintenir vraisemblablement des échanges et des alliances sur l'ancien mode qui a longtemps été celui quand même, notamment de la France, mais en partie de l'Union européenne, qui était un mode néocolonial. Aujourd'hui, clairement, ça ne passe plus. Avec l'émergence du Sud global, ça ne passe plus, et pour des bonnes raisons. Ça, il n'y a pas à le déplorer. Par contre, c'est quoi l'alternative ? Est-ce que l'alternative, c'est de dire on va être souverain, on va se concentrer sur nous, on va produire de l'armement, du militaire, ok, mais quelles sont les perspectives ? C'est pas une perspective en soi, c'est un moyen pour une fin, mais c'est pas forcément une finalité en soi. Et est-ce qu'on peut encore continuer à se positionner dans cette course à la puissance pour rivaliser avec les États-Unis, pour rivaliser avec la Chine ? C'est pas sûr. Et donc, quelle diplomatie, c'est Rémi Rioux, le patron de l'AfD, qui disait ça récemment dans une tribune pour le Grand Continent, quelle diplomatie des interdépendances on met en place ? On est obligé, on sait que nous, on n'a pas le choix que d'être interdépendants. On est déjà cannibalisé par les États-Unis, on va pas cannibaliser de plus petits que nous, parce qu'ils vont pas du tout l'accepter. Et je pense que même en interne, ça n'est plus du tout acceptable aujourd'hui. Du coup, réfléchir à vraiment une souveraineté repensée à l'aune
des limites planétaires, repenser à l'aune de la situation particulière en termes de ressources de l'Europe et du type de diplomatie qu'elle doit déployer à l'avenir. Est-ce qu'on est à la hauteur de ces enjeux ? Je ne suis pas sûr. Je pense que là, pour le coup, on est encore dans l'illusion d'un pilotage très classique, d'une grande puissance, alors qu'on ne peut pas vraiment jouer ce jeu-là, contrairement à la Chine, contrairement aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, ça va être aussi limité dans le temps. Hein. Je pense que ce n'est pas un phénomène extraordinairement durable ou soutenable, en tout cas, comme manière de faire. En tout cas, pas dans l'immédiat, mais sur le moyen et long terme. Voilà. Voilà. Donc, c'est beaucoup de questions, finalement, qui se posent, qui, je pense, nécessitent de reprendre la réflexion à une échelle, effectivement, aujourd'hui géopolitique, et de voir que ces questions techniques, géopolitiques, de soutenabilité, en fait, sont des questions qui se posent de manière extrêmement intime les unes avec les autres. Ce ne sont pas des dimensions qu'on peut dissocier, alors que, généralement, si on va dans une conférence, une alliance d'industriels, on ne va pas forcément entendre parler de ces questions-là. À l'inverse, dans le domaine de l'écologie, la géopolitique, c'est plus les mouvements décoloniaux, etc., mais c'est pas forcément peut-être pris au sérieux. D'ailleurs, on voit grand continent, c'est pas forcément ce que disent les jeunes qui sont dans ces mouvances-là aujourd'hui, alors qu'en fait, on a besoin aussi de ce type d'éclairage. Donc, c'est encore un chantier vraiment sur lequel il faut se pencher assez urgemment, je pense. Oui, ça m'appelle plein de questions, parce qu'en fait, je trouve que ce sujet-là est passionnant, parce que d'une certaine manière, moi, je ne peux pas m'enlever de la tête la phrase suivante, c'est que finalement, nous sommes les enfants de la révolution industrielle. La révolution industrielle est née en Europe, littéralement, on va dire, a explosé en Europe. Ce qui a fait le fondement de la révolution industrielle est en train de mourir, littéralement. Et notre incapacité, je trouve, à en tirer les conséquences et à rentrer quand même dans une logique de puissance, parce qu'en fait, de toute façon, je pense que les rapports de force, de manière générale, sont inévitables. Mais ils n'ont pas besoin d'être négatifs. C'est-à-dire que, tu parlais du Sud global, je pense qu'ils ont raison d'installer des rapports de force. C'est souhaitable pour tout le monde, pour avoir les bonnes discussions. Et du côté européen, en fait, moi je suis un peu... j'ai des doutes quand même sur le fait que l'Union européenne, telle qu'elle est pensée, est aujourd'hui capable de produire ça. Parce que finalement, encore une fois, c'est toujours le truc de l'Empire romain et les cités grecques, quoi. C'est pas exactement le même... c'est-à-dire, une alliance, c'est pas forcément une communauté d'intérêt. Et je trouve que sur un certain nombre de projets en Europe ou de thématiques, on sent bien que de toute façon, le consensus nous amène nulle part, parce qu'il peut pas y avoir de consensus avec des intérêts qui sont quand même trop divergents. Et donc ça pose la question, effectivement, on a un modèle qui est plutôt un modèle de prédation, une espèce de fuite en avant, avec un pays-continent qui a pour lui quand même des ressources, qui fait que il peut peut-être tenir une partie de cette ambition-là. De l'autre côté, on a un autre empire qui joue une autre carte, et nous, effectivement, on n'est pas très clair, hormis la posture un peu morale de il n'y a qu'à Faucon. On n'est pas très audible et pas très, je pense, pas très pris au sérieux en réalité, hein, sur ces questions-là. Il faut être très transparent, à mon avis. Les gens nous regardent et ils se disent ils sont amusants. Ils sont amusants, les oiseaux, là. Je sais pas trop ce qu'ils font. Donc du coup, moi, j'ai un vrai truc autour de... En fait, finalement, je pense qu'on est en train de vivre un peu ce truc-là de retour des États aussi. C'est pour ça que l'Union européenne, aujourd'hui, elle est contestée, parce que l'État reste la structure, l'organisation qui permet de penser quand même la puissance. Parce que c'est les seuls endroits où s'exprime vraiment, finalement, le régalien et la souveraineté, c'est à l'échelle nationale. Parce que c'est les seules structures où ça existe. Et finalement, le scénario un peu minimaliste que j'entrevois là-dedans, ce serait de dire, en fait, à la fin, on va avoir une espèce de désagrégation où chaque pays européen va essayer de jouer sa carte dans ses interdépendances, en créant ses propres alliances. Ce qui est un peu déjà le cas quand même, hein. On le voit, hein, finalement, on regarde des alliances qui se créent entre... le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, on sent qu'on ne parle pas aux mêmes personnes, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes schémas de coopération. Et effectivement, je ne vois pas quel type d'organisation on pourrait proposer d'autres pour essayer de régler ça. Donc je trouve que ça, c'est un champ un peu... quelle est la promesse de l'Union européenne sur les 20 années autour de ça ? Elle est pas facile, parce que je trouve que la tête est très désarmée pour penser ça. Ils sont vraiment anachroniques aujourd'hui. Et on sent bien que il n'y a pas d'organisation naturelle, donc je sais pas.
Non, tout à fait. Je vais pas faire de prospective là-dessus, mais je te rejoins. Et c'est vrai que le réflexe de rebasculer sur la forme État comme porteuse de la souveraineté, finalement, elle est aussi régressive elle-même, parce que c'est une myriade de petits États qui n'ont pas forcément, qui peut-être essayent de jouer leurs cartes, mais je sais pas, le Royaume-Uni, la mémoire de l'Empire, mais il n'est plus du tout dans cette perspective-là aujourd'hui. Enfin, la France et sa grandeur. Bon, l'Allemagne, j'en parle pas. Donc, c'est assez agressif parce que finalement, cette forme-là, c'est la forme post-traité de Westphalie, en fait, hein, post-guerre de 30 ans, et c'est pas forcément celle qui va nous permettre d'entrer de plein pied dans les problématiques, sont celles de l'Anthropocène. Et de ce point de vue-là, l'acteur qui propose peut-être quelque chose qui est le moins régressif aujourd'hui, et pour autant n'est pas démocratique et pas forcément ce vers quoi il faut peut-être aller, c'est effectivement la Chine. Qui, elle, a une proposition, qui l'exporte, qui n'est pas une proposition qui est basée sur soit un retour en arrière, comme on le voit avec l'Union européenne, le retour finalement au nationalisme, aux États, etc., qui détricote cette forme européenne, où il faudrait peut-être au contraire retisser autre chose, davantage adapté à ce qu'on connaît et à ce qu'on va connaître demain, ces formes d'interdépendance dont je parlais tout à l'heure, qui n'excluent pas effectivement la prise en compte de la puissance pour être crédible et pour justement avoir un dialogue exigeant comme tu l'indiquais, et qui n'est pas non plus une forme à la fois de cannibalisme comme on l'a aux États-Unis, mais qui est aussi une forme d'autophagie par ailleurs. Donc c'est effectivement particulièrement compliqué de projeter l'avenir de l'Union européenne, mais du coup d'autant plus nécessaire, je pense, à penser, même si oui, il y a un grand vide en la matière. Dernier point là-dessus, qui est assez parlant, c'est qu'on voit aussi qu'on a des acteurs, États-Unis, Chine, ou notamment aux États-Unis, Trump est en train de détruire littéralement le socle scientifique qui permet d'éclairer la décision politique sur ces questions, notamment à partir des sciences du système Terre. Là, il a déclaré tout dernièrement que la NASA allait devenir une agence d'espionnage, si je ne dis pas de bêtises. Et les sciences du système Terre, ça vient au départ de la NASA, hein, c'est les sciences de la planétarité d'une certaine manière. Et en l'occurrence, les sciences européennes du système Terre, elles sont quand même aussi indexées sur les données, les infrastructures américaines, et du coup se pose même la question pour nous de savoir est-ce qu'on peut maintenir, c'est bien beau de vouloir accueillir des chercheurs et des chercheuses et de faire un brain drain aux États-Unis en les payant un tiers de ce qu'ils gagnaient chez eux. Bon, beaucoup d'effets d'annonce, non, même si j'en connais qui ont choisi de faire ça, hein. Donc ça existe aussi, mais il y a un côté un peu quand même... C'est toujours entre l'ambition et les moyens, il y a un contrôle de cohérence encore une fois à adopter, quoi. Et voilà, ça, il y a aussi un effet de com, etc. Mais il faut que ça suive, la tendance suive un tout petit peu derrière. Mais en tout cas, se pose la question, dans ces conditions, du maintien de l'infrastructure scientifique européenne, parce qu'elle est en train d'être déconstruite aux États-Unis. Donc là aussi, c'est des questions littéralement de souveraineté, de moyens, etc. Et comment veut se positionner l'Union européenne par rapport à ça, alors que de l'autre côté, finalement, peut-être que demain, les sciences du système Terre, ça va être des sciences chinoises, parce que eux n'ont pas de velléité, de ce que je sais en tout cas, de détruire ce pan-là. Ils auraient bien tort, alors même qu'il est en train d'être complètement démantelé aux États-Unis. Ils ont déjà acté qu'ils allaient le maintenir. Hein. C'était la meilleure carte à jouer. C'est qu'ils le regardent faire en disant... Nous, ça va, on est stable. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, sur ce sujet-là, finalement, de la volonté, et qui, finalement, ce truc-là de désir de puissance, quand même, qui est de dire au moins une volonté d'exister sur quelque chose, je pense que le retour à l'État en Europe, c'est ça, avant tout. C'est que, quitte à choisir, quand tu sens que, tu vois, t'es à la dérive, tu vois, avoir un bateau que tu peux un peu piloter en disant il y a une intention claire, même si t'es plus petit, plus machin et compagnie. Je comprends en fait finalement ce pari-là qui est de dire entre ça et le Titanic là qui est en train d'avancer, que plus personne pilote, tu vois, genre qui est ingouvernable parce que personne n'arrive à se mettre d'accord, parce que finalement en fait l'intention commune a un peu disparu aussi, hein, les intérêts sont tellement divergents. Je comprends beaucoup, tu sais, ce truc, cette tentation de la régression, parce qu'en fait il n'y a pas de choix évident. Hormis régler ça en disant en fait on va créer une Europe, mais c'est-à-dire il y a un pays qui va prendre vraiment l'ascendant sur tous les autres et on va régler ça une bonne fois pour toutes, et tu vois, comme il n'y a pas l'autre forme, effectivement on manque, je comprends, en tout cas moi je suis pas, tu vois, la régression je la vois pas non plus comme un
dans cette affaire-là comme juste un sentiment nostalgique. Je le vois aussi comme une forme de... oui, de planche de salut. Ouais, on a besoin de reprendre enfin, tu vois, le bateau il est à la dérive, là, ça serait bien de récupérer les manettes parce que ça nous angoisse un peu. Je pense qu'il y a cette forme-là, et il y a trop de pays en Europe, en vrai, qui sont dans cette situation pour, je pense, ne pas regarder quand même qu'il y a un vrai sujet de... Oui. J'ai fait un post LinkedIn, bon, je sais pas le plus intelligent que j'ai publié, mais à chaque fois que j'entends l'Union européenne avoir un avis sur la politique industrielle, ça me rend fou. C'est toujours les mêmes mots qui ressortent, et il y a une forme de... donc là, on se rend compte que les surcapacités chinoises vont venir inonder le marché européen parce que le marché américain est en train de se fermer. Et donc l'Union européenne explique qu'il y aura un paquet de mesures et compagnie. Et ça va prendre 12 mois, et entre-temps, les industries vont évidemment fermer. Et je trouve que on parlait de la confiance, et de pourquoi, du coup, les gens regardent ça en disant, on commence à avoir l'habitude maintenant, ça fait quand même quelques années où le même pattern recommence. À mon avis, le détricotage en cours, il est lié à ça. C'est qu'entre la parole et les actes, il y a tellement un delta qui est important que les gens se disent, oui, même si on est plus petit, au moins, si on a décidé de dire non, on dira non. Je pense que tu vois, il y a ce truc-là aussi d'essayer de récupérer un peu c'est une forme de maîtrise de son destin, quoi, qui est... Oui, avec un paradoxe quand même là-dessus, qui est que à mesure que ce retour à l'État s'accompagne aussi d'une droitisation de la société, voire plus, voire d'une extrême droitisation ou d'une fascisation dans certains cas, ça peut arriver aussi, qui elle-même n'est pas forcément, on va dire, tout à fait cohérente avec la volonté d'être souverain, de reprendre la main, puisque souvent, en fait, c'est une forme d'inféodation, soit au grand frère, entre guillemets, américain. On voit le discours de J.D. Vance, les irruptions dans les campagnes européennes, le soutien aux extrêmes droites ouvert, en Angleterre, en France et ailleurs, ou alors ça peut être le voisin russe vu comme en fait une espèce de sauveur, une sorte de modèle, et qui, je pense, n'a pas tout à fait en vue la souveraineté, la garantie de la souveraineté de ses voisins. Donc c'est plein de paradoxes et de contradictions, mais oui, je te rejoins. Cette contradiction, elle est quand même, moi, celle qui me plaît le plus dans toutes les contradictions. C'est effectivement toute la discussion qu'il y a aujourd'hui, finalement, qu'on entend un peu, le bruit de fond qu'on a en France autour de regardez ce qu'ils font aux États-Unis, on va faire la même chose. Et ça, j'adore, parce qu'en fait, pour moi, la stratégie, ça part du réel. C'est toujours, tu construis à partir de ce que tu as. C'est-à-dire que quand bien même on partirait sur un sujet de prédation absolue, on n'a pas les ressources, les amis. On n'a pas les ressources. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Ce qui se passe en Europe là-dessus, c'est qu'en fait, on est à la fois incapable d'admettre que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, la question écologique pour l'Europe, c'est pas une question de on a envie, on n'a pas envie. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que les Américains, ils peuvent à la rigueur jouer la montre. Je pense que c'est compréhensible, c'est un pays continent. La Chine pourrait en partie. Nous, on ne peut pas. Donc on a besoin de toute façon d'être en avance de phase là-dessus. Et il n'y aura pas de... Enfin, je crois que malheureusement, en fait, il faut raisonner notre stratégie à partir des contraintes réelles qui s'exercent sur notre continent et essayer du coup de construire quelque chose de positif pour nos sociétés, parce qu'il y a de l'espace pour ça quand même, quoi. Oui, et je pense que ça a été il y aurait beaucoup de choses à dire et sur ce mode de gouvernance et ce qui va avec, mais par rapport à tout ce qui était, j'en parle au passé, Green New Deal européen, taxonomie verte, etc., il y avait quand même des choses assez intéressantes, en tout cas beaucoup plus intéressante qu'un avenir post-fasciste ou néo-fasciste, voilà. Même si ça réglait pas tout, mais en tout cas il y avait quand même des avancées, et je pense que l'échec de ce point de vue-là au cours on va dire du mandat Biden, qui aurait donné quand même le temps d'agir, peut-être même de notre côté en Europe, ça a été de plutôt porter ces enjeux-là sur un mode réglementaire, alors qu'en fait c'était un enjeu géopolitique. De politique industrielle. Exactement. Merci de dire ça, parce que régulièrement j'ai des discussions avec des gens sur Internet, ça s'énerve un peu, mais moi j'ai rien contre la réglementation, mais c'est juste que c'est un des pieds sur lequel tu peux danser. Si t'as pas de politique industrielle, arrête ta réglementation, elle n'est pas crédible. La norme, ça s'impose.
Ça s'impose parce que tu es capable de la tenir. En plus, moi j'ai une formation juridique, donc à la fin, quand on essaye d'appliquer le droit, c'est toujours qui tient le bâton. Et en matière économique, celui qui tient le bâton, c'est celui qui a la puissance économique qui permet d'imposer ça. Donc je trouve que l'Union européenne, de ce point de vue-là, justement, c'est une espèce de construction inachevée et qui aurait pu se doter vraiment de politique industrielle. Enfin, je pense qu'il n'y avait rien qui... Donc ça, c'est vraiment un sujet très intéressant. Je suis d'accord avec toi sur le côté... le mandat Biden a été un acte un peu manqué au niveau européen, où on a joué vraiment un peu petit bras en fait. Surtout que lui a embrayé, donc on aurait pu vraiment répondre sur ce sujet-là en disant on arrête les bêtises, les trucs trop compliqués, on simplifie, on a besoin d'industrie parce qu'on a besoin d'industrie, on va les faire venir sur des sujets de transition écologique parce qu'on en a besoin et que du coup on va sécuriser une partie de nos appros. On aurait pu faire ça. Bon, on a choisi autre chose. Bon, ça je trouve ça intéressant. Je te propose d'attaquer quand même la question de la redirection écologique. Allez. Parce que finalement... tout ce qu'on est en train de se raconter, qui est ce monde-là qui est en train de se tendre en réalité, on va dire c'est un secret pour personne à ce stade, ça commence ça fuite partout, donc on se rend bien compte que tout ça, nous on va devoir bouger, que ce soit subi ou choisi, que ce soit pour les entreprises ou pour les territoires, on va être obligé finalement de se transformer. Donc toi tu travailles depuis des années sur les questions de redirection écologique. Je pense que ce serait super intéressant de t'entendre en fait sur finalement, je sais que tu as beaucoup travaillé sur ces questions-là récemment en essayant de documenter ce qui se passe autour de ces questions, comment on traite les enjeux, la méthode, qu'est-ce qui marche pas, d'essayer en fait finalement t'as pris ton micro à la main et t'es allé voir un peu ce qui se passait sur les différents territoires de France pour essayer de documenter un peu tout ça. Donc je pense que ce serait intéressant que tu nous livres un peu ton regard. Qu'est-ce que tu as constaté, quelles sont les leçons un peu que tu en retires, quels sont les enjeux que tu entrevois un peu autour de tout ça? Avec grand plaisir, effectivement. Donc, ça fait depuis une dizaine d'années maintenant que je travaille et mes collègues, on travaille sur les questions mes ex-collègues, on travaille sur les questions de redirection écologique. Plus officiellement, depuis à peu près 5 ans. Moi, je dirigeais une formation sur ces questions entre 2020 et 2024. On avait accompagné au moins une centaine d'acteurs en 4 ans. Plus sans doute, je n'ai pas le listing exact en tête, mais que ce soit des entreprises, des collectivités, des ONG, des collectifs, donc des acteurs extrêmement différents. Après, je dis ces entités, mais parfois c'est une personne au sein de l'entité qui veut que ça change, donc elle n'est pas forcément représentative évidemment de l'ensemble. Et puis depuis le mois de décembre, effectivement, je m'occupe d'un projet qui est financé en partie par l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Et qui vise à analyser, donner à voir le mouvement de redirection à l'échelle des collectivités. Parce que c'est vrai que c'est sur les territoires aujourd'hui que la redirection écologique, je pense, est la plus visible. Quelques acteurs industriels qui se posent des questions liées au renoncement, retirer un produit, faire autrement. Pour moi, c'est pas encore aussi vif que sur les territoires. C'est des intentions qui sont louables, qui sont limitées. Et en général, c'est reconnu. C'est intéressant de commencer à expérimenter sur d'autres manières de faire. Mais ça reste quand même très marginal. Il ne faut pas du tout se le cacher. Et c'est normal. On a un contexte, la concurrence, les actionnaires, etc., qui fait que c'est compliqué d'aller... Voilà, c'est pour ça que justement la posture morale ne suffit pas. Exactement. Si c'était simple, on ne serait pas en train d'en discuter. On l'aurait fait, quoi. Tout à fait. Non, c'est compliqué avec tous ces paramètres-là d'aller dans cette direction. Par contre, sur les territoires, on a des situations qui obligent finalement à envisager de fonctionner autrement. Et c'est vrai que donc, c'est ce qu'on a documenté avec l'aide de personnes qui travaillent au sein du CEREMA depuis un peu plus de quasiment 2 ans maintenant. Et on a relevé à peu près 70 cas récents ou en cours de collectivités qui sont amenées à procéder à des renoncements, à des redirections. Parfois sous l'angle de l'adaptation,
rarement sous un angle austéritaire, parce qu'en général on renonce plutôt à des choses qui vous rapportent habituellement de l'argent. Donc c'était une crainte, notamment en discutant avec des personnes au sein de l'ADEME, en disant attention, il faudra bien distinguer renoncement et puis coup de rabot budgétaire, mais en fait c'est pas vraiment les mêmes problématiques. Ça c'est un peu un constat que moi je fais. Le renoncement qui s'impose aujourd'hui, ou en tout cas qui s'impose, que les personnes s'imposent d'une certaine manière dans les collectivités, que les acteurs des collectivités s'imposent, ne sont pas des renoncements qui sont motivés par des raisons budgétaires. Si les gens avaient pu continuer sur des modèles classiques de business as usual, ils auraient continué, mais on se rend compte à certains endroits que ça n'est plus possible. Donc, du coup, c'est une conviction de la part des personnes qui finalement se saisissent de ces sujets en disant... En fait, on regarde l'existant et on regarde le futur, et en fait, même si aujourd'hui on pourrait continuer à cramer la caisse, on se dit non, ça n'a aucun sens de remettre une pièce dans la machine quoi, pour continuer. Quoi. Oui, c'est plutôt ça, c'est le fait d'anticiper en fait des choses qui sont plus ou moins inéluctables. Alors, je dis plus ou moins parce qu'on peut toujours se mettre la tête dans le sable et ne pas voir ce qui arrive. On parlait des faits au début et du réel. Mais effectivement, on a des acteurs qui sont face à des situations qui obligent à prendre des mesures inédites et qui le font, en tout cas de plus en plus. Et je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce mouvement-là, il va de toute manière s'amplifier. Que ce soit dans les perspectives d'atténuation, dans les perspectives d'adaptation. Quand je dis adaptation, j'ai pas en tête le fait de... souvent dans les milieux de l'écologie, c'est critiqué comme on veut nous amener à une France à 4 degrés, on veut s'adapter à des choses auxquelles on ne doit pas s'adapter. Donc c'est pas du tout ce que j'ai en tête, hein. C'est pas le fait de ne pas changer et de trouver des ajustements, c'est au contraire le fait que dans les problématiques d'adaptation, il y a des problématiques qui sont tellement fortes qu'elles nous imposent des changements et qui sont des changements radicaux et qui peuvent derrière être aussi les prémices pour détricoter des modèles, détricoter des infrastructures, détricoter des modèles économiques, etc. Donc voilà, quand je parle d'adaptation, c'est beaucoup plus ça que j'ai en tête, mais je pense qu'il y a plein d'acteurs qui travaillent sur l'adaptation qui ont aussi en fait ça en tête. Donc il y a souvent un mauvais procès, on va dire, qui est fait à l'adaptation. Je comprends pas ce procès. Non mais vraiment, moi j'essaye, hein, je fais beaucoup d'efforts, mais je comprends pas. C'est-à-dire que de toute façon, on va devoir s'adapter. La question c'est effectivement si on peut éviter d'avoir à s'adapter à une France à 4 degrés, tant mieux. Mais personne aujourd'hui autour de la table peut être complètement à l'aise avec l'idée que ce monde-là n'arrivera pas. Quoi. Donc, Oui, mais je pense qu'en fait, il y a peut-être une distinction, il y aurait une distinction à faire en tout cas entre le fait de s'adapter et donc en profiter pour changer en profondeur, et le fait d'adapter un modèle qui lui-même génère ou a généré en tout cas ce type de trajectoire pour le faire perdurer. Et souvent en fait c'est dans cette non-distinction entre les deux que se loge justement la critique, et la critique du fait de dire on ne veut pas adapter ce modèle qui est problématique, on veut au contraire qu'il y ait des ruptures, on veut un aggiornamento, on veut le repenser, mais je pense que dans les problématiques concrètes d'adaptation dont traite le CEREMA, l'ADEME et plein d'acteurs, en fait on est beaucoup plus sur le fait de s'adapter soit à des réalités et donc changer, se transformer en profondeur, que de maintenir un système tel quel, puisque précisément on ne peut pas le maintenir face à ces perspectives d'adaptation. C'est atténuation et adaptation, c'est les deux jambes en même temps encore une fois. Tout à fait, tout à fait. On aura l'un et l'autre, et la question c'est que si on arrive à faire plus d'atténuation, a priori la jambe adaptation elle sera un peu moins violente. Je pense que c'est la jauge d'effort, mais de toute façon, oui, je pense qu'on est obligé de travailler sur ces deux. Et le paradoxe étant que c'était jusqu'ici beaucoup plus l'atténuation qui était financée, qui avait le vent en poupe, et l'adaptation qui était le parent pauvre, là où dans un narratif un tout petit peu conspirationniste, il y a cette idée qu'on veut absolument nous amener à un monde invivable, qu'il y a une volonté finalement de le faire, qui ne correspond pas forcément à la réalité derrière de la manière dont ces termes sont utilisés et des politiques qui les accompagnent. Donc de ce point de vue-là, oui, ce qu'on observe effectivement, c'est que ce mouvement, il n'est pas visible dans les médias, même si on a de temps à autre un article sur les différents cas qu'on a pu nous recenser, pas tous évidemment. Notre recensement par ailleurs il n'est pas exhaustif, il y a sans doute des renoncements qui sont réalisés
en silence, j'allais dire, à bas bruit, sans être forcément publicisés. Certains qu'on a recensés qui ne sont pas publicisables, parce qu'on est quand même sur du matériau qui est assez sensible. Donc si on en parle, on peut aussi faire exploser en vol les efforts de celles et ceux qui essayent de mettre en place ces politiques de transformation en profondeur. Il faut faire preuve de beaucoup de tact quand on travaille sur ces questions-là. Mais en tout cas, voilà, c'est un mouvement qui mérite d'être aujourd'hui documenté, rendu visible pour ce qu'on peut rendre visible, et qui mérite aussi qu'on comprenne qu'il va s'accentuer et que donc il y a des politiques à mettre en place, il y a des contradictions qu'on touche du doigt qui obligent finalement à repenser un certain nombre de modèles économiques, certains qui font que voilà, on va de toute manière vers de la sobriété, ce qu'avait montré l'étude sur les nouveaux modèles économiques urbains du PUCA récemment, sur les ordures, sur l'eau, etc. Mais on n'a pas les modèles économiques de la sobriété, donc on touche tout de suite du doigt des contradictions. Plein de contradictions en fait dans tous les domaines. C'est-à-dire que si on veut atteindre justement des modes de vie qui soient plus soutenables, au sens de la soutenabilité forte, on va forcément entrer en contradiction avec les modèles économiques qu'on rencontre, le grand modèle économique qui est celui du capitalisme en général, etc., etc. Et donc ça oblige justement, sans même imaginer détricoter ça tout de suite, mais en tout cas à détricoter d'autres modèles et à mettre en place autre chose pour que on arrive à résoudre ces contradictions de la bonne manière, que ce ne soit pas la contradiction qui perdure ou qui au contraire se résout, mais avec un état des choses qui serait pire que celui qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'au contraire on arrive à en sortir par le haut. Et donc il y a vraiment un enjeu à rendre ces enjeux-là visibles, à faire aussi que les territoires qui sont confrontés à ces perspectives peut-être engagent une réflexion en commun, pas simplement pour tirer parti de l'expérience d'un autre territoire pour agir, parce qu'effectivement c'est bien qu'il y ait des territoires pionniers, mais tout le monde ne sera pas pionnier, donc il faut aussi inspirer d'autres territoires pour que la marche soit moins haute à gravir. Ça c'est un point qui est très important, mais par ailleurs peut-être en se disant tous les territoires demain vont rencontrer peu ou prou les mêmes problématiques, comment est-ce qu'on arrive à peser pour avoir justement en face des mesures qui sont prises, qui vont dans le bon sens, parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'État soit prêt à prendre toute une batterie de mesures qui va permettre de nous libérer de ces contradictions que j'évoquais tout à l'heure. Juste pour en illustrer une qui est très simple, sur les territoires, beaucoup de territoires, même si maintenant il y a des modèles un peu alternatifs qui commencent à être mis en place, comme à Lyon ou ailleurs, la doctrine c'était l'eau paye l'eau, un exemple que j'aime bien prendre. Donc plus on consomme d'eau, plus on a de revenus pour faire fonctionner sa régie, son syndicat mixte, que sais-je. Sauf qu'évidemment, si on vise la sobriété et qu'on l'atteint, on a moins de revenus. Du coup, ça marche moins bien pour ma régie. Et donc, c'est cette contradiction-là entre l'objectif qu'on se fixe et les moyens qu'on a, les modèles qu'on a pour le tenir. Il y a une contradiction évidente. Alors, il y a des aménagements, tarification progressive, etc. Mais peut-être qu'en fait, il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion et se dire, c'est pas la destruction de la ressource qui doit rapporter, c'est la préservation de la ressource. Et là, on est sur une autre manière de compter, une autre manière d'envisager la valeur, et en fait, sur des changements extraordinairement radicaux sur le fond, mais aujourd'hui qui s'incarnent dans des problématiques extrêmement concrètes, et par-delà d'ailleurs les divisions idéologiques. Puisque d'ailleurs dans les territoires qu'on a observés, certains prennent des mesures assez extraordinaires sans forcément avoir l'ancrage idéologique qu'on peut imaginer pour ça. Parce que s'il manque d'eau sur un territoire et qu'on a des acteurs de bonne volonté, très vite en fait on peut aller dans le bon sens et agir de manière très, très intéressante, quelles que soient d'ailleurs les coordonnées originelles politiques des acteurs sur place. Donc voilà, c'est un petit peu ce travail-là effectivement qu'on essaye de faire. Et pour le coup, ce qui est intéressant, moi j'avais dit il y a 1 an, quand il y a eu le budget Barnier qui était sorti, on voyait bien que les collectivités allaient être saignées, que ça allait être très compliqué, qu'il y a une espèce d'élastique qui risque de rompre entre le fait de dire on va plus trop s'intéresser à l'écologie parce que c'est pas très bankable aujourd'hui, donc on va définancer plein de choses, là où au contraire les études d'I4C, etc. nous montrent que les financements de la transition, il faut quand même les assurer et trouver une manière de le faire. Ça reste fondamental. Et justement, les collectivités sont au premier plan pour faire ça. Et avec, d'autre part,
un accroissement justement de ces problématiques écologiques avec des réfugiés en France écologiques dans le nord de la France, des gens qu'on doit déplacer, enfin plein de problématiques qui se multiplient. Et donc l'élastique risque de se tendre entre le fait de, pareil, se mettre la tête dans le sable et d'ignorer un petit peu ces besoins, ces politiques qu'il faut mettre en place, et puis en même temps des cas qui se multiplient et qui parfois d'ailleurs donnent lieu à une action locale, entre guillemets, en tout cas au niveau méso, au niveau des territoires, des institutions qui les pilotent, parfois tout à fait intéressant. Donc voilà, on est encore une fois dans ces contradictions, et donc l'enjeu, c'est de donner à voir cette dynamique, peut-être d'essayer d'articuler aussi des formes de mise en visibilité finalement des acteurs eux-mêmes pour qu'ils commencent à peser politiquement, qu'on se rend compte qu'en fait ça concerne tout le monde. Ouais. Exactement. Et puis de fournir aussi une grille d'analyse. Puis un aspect, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est de commencer à réfléchir, et ça, quelle que soit son option politique, qu'on soit décroissant, marxiste, capitaliste vert ou que sais-je, de réfléchir en fait à une question qui va se poser, quelle que soit encore une fois l'option politique retenue, c'est comment est-ce qu'on arrive finalement demain à financer le renoncement. Et qui en fait peut sembler une contradiction dans les termes, mais cette problématique-là, on la retrouve à tous les étages. Justement pour faire la bascule de modèles, parce qu'il y a plein de modèles qui aujourd'hui tiennent parce que justement ils sont pas alignés avec la question des limites planétaires. Donc c'est ce que tu disais sur la question de l'eau par exemple. Tout à fait. Pour financer ça différemment. C'est super intéressant parce qu'en fait effectivement, moi c'est pour ça que je veux autant appuyer sur la question de l'ingénierie de la décision. C'est qu'en fait le logiciel de la décision qu'on a aujourd'hui, il n'est pas adapté au choix qu'on va devoir opérer. Et quand je t'écoutais parler, j'ai eu une image en tête. Je me suis dit, en fait, Alexandre, il te manque la Marie Kondo de la redirection écologique. Non, mais tu vois, sur le bascule d'un monde ultra-matérialiste à cette espèce de sobriété où ça devient un truc un peu de lifestyle très prononcé, il faudrait quasiment ce portage-là, en fait, qui est... cette idée que finalement rediriger c'est un peu le new cool dans cette affaire, parce que d'un point de vue politique ça nous repositionne en fait dans un monde où la politique est très contestée à l'endroit où elle devrait être, c'est-à-dire se saisir des problématiques des gens et les adresser pour de vrai, et pour le coup sur les territoires ce qui est intéressant, c'est que les questions de mobilité, les questions d'accès au réseau, à l'énergie, moi je vis à Saint-Ouen, ils ont eu à travers la LEC une initiative assez intéressante d'essayer de mutualiser les achats d'énergie pour essayer quand même de maintenir je pense qu'il y a pas mal de choses à faire en fait à l'échelle quand même des territoires qui sont des super laboratoires en fait de ce qu'on peut être en mesure de conduire, et je trouve que justement le fait de l'affirmer beaucoup plus positivement, côté un peu Marie Kondo, qui est des élus de terrain qui se saisissent de ces sujets-là, où en fait on aborde moins l'écologie sous le sens de l'écologie comme étant quelque chose de complètement désincarné, ou en tout cas décentré de la vie des gens, mais plutôt comme une réponse à comment on redonne aussi un peu de marge de manœuvre à des populations qui sont impactées quand même par ces questions-là, quoi. Donc, oui, tout à fait, et ça permet de tenir ensemble des approches ou des courants qui en général vont dans des directions différentes, c'est-à-dire une forme d'écologie de la subsistance, parce que là on est en train de parler de questions de subsistance, l'eau, l'énergie, l'électricité, question de logement, enfin des conditions très matérielles finalement, que peut-être à l'inverse de certaines visions de la subsistance aujourd'hui, qui sont plutôt des visions à côté, parfois anti-État, institutions, voir qu'en fait il y a aussi dans les collectivités des gens qui se posent des questions de subsistance, mais qui sont en train aujourd'hui d'assurer les services publics et le maintien de l'accès à l'eau, de l'accès à l'énergie, et qui peuvent aussi être nourris par d'autres approches et chercher à repenser finalement ce qu'ils font. Donc il n'y a pas forcément d'opposition, même si pour les raisons que tu mentionnais tout à l'heure, qu'on est dans un monde très très polarisé, ces oppositions aujourd'hui, elles subsistent. Je me souviens pardon, dans l'ouverture du livre des soulèvements de la Terre, ils nous épinglent, moi et mes collègues, en disant nous on parle de démantèlement. Alors eux ils en parlaient aussi, mais contrairement à eux qui ont déjà travaillé avec des entreprises et des collectivités, nous jamais on fera ça, quoi. Et bon, moi j'avoue que, en particulier moi je travaille surtout avec des collectivités.
j'y vois pas quelque chose de absolument scandaleux ou honteux en fait. Elles assurent aussi des services. Après, je comprends très bien la posture qui est vraiment en rupture avec l'institution, etc. Mais en fait, il y aurait des liens à tisser entre toutes ces perspectives, et en ramenant peut-être par opposition au côté très local parfois de certaines de ces réflexions, justement, en ramenant des problématiques géopolitiques, en ramenant des problématiques liées à la finitude qui en fait qui renvoie aussi à des interdépendances, parce que l'autonomie c'est bien, mais en fait très vite on va toucher des interdépendances. Si on veut ne serait-ce que produire des médicaments, si on veut produire tout un tas de choses, on se rend compte qu'on est dépendant de choses dont peut-être on ne voudrait pas être dépendant, mais de fait on y est attaché, qu'on le veuille ou non. Ce qui est valable à l'échelle mondiale est valable à l'échelle locale. Donc tout à en fait, je pense que le vrai sujet, il est moins de créer des ruptures, parce que les ruptures, elles sont faciles à créer. Enfin, je pense que tu vois, c'est toujours le truc c'est facile de détruire un château de sable, c'est plus difficile d'en construire un. Et qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin de construire des ponts, y compris avec des acteurs qui parlent pas toujours le même langage, qui sont pas toujours alignés dans leur vision du monde, justement parce que tout ce qu'on est en train d'évoquer, ça coule pas de source, quoi. C'est pas naturel, quoi. Non. Et c'est vrai que ce que tu dis est assez juste, hein, sur le côté destruction. Il y a beaucoup de critiques dans l'écologie politique et ailleurs, et ça se comprend, de la science comme très oppressive, science occidentale, qui à mon avis une vision raciste des choses, mais ça c'est parce qu'en fait il y avait déjà plein d'influences et tout, donc ne serait-ce que parler de vision de science occidentale, c'est un peu compliqué. Et ouais, parfois il fait peut-être qu'il faut arrêter en fait la science, il faut arrêter la recherche. On cite parfois Grothendieck, etc. On voit celui qui arrête la science et la recherche aujourd'hui, c'est Donald Trump. Donc parfois on obtient ce qu'on désire, mais par un truchement qu'on n'avait pas forcément imaginé, et là on peut être amené à reconsidérer effectivement cette perspective de destruction, parce qu'il y a des acteurs qui J.D. Vance qui dit professeurs d'université sont nos ennemis, Trump qui détruit la science américaine, voilà. Du coup il faut faire attention aussi avec ça, et entre le perspectives instauratrices, des perspectives ou instituantes et destituantes, l'équilibre est parfois délicat à trouver, on va dire. J'ai envie de te poser une question finalement assez simple sur tout ça, là, tous les éléments que tu as travaillés en fait, finalement, à l'échelle des territoires. Si toi tu devais me décrire un peu ce portrait robot, alors pas de Marie Kondo du coup, de la redirection, mais de la personne qui va être en mesure ou en situation de décider aujourd'hui, ou en tout cas d'impulser ces démarches-là, c'est quoi son portrait robot ? C'est quoi finalement qu'est-ce qui, dans sa posture, dans son approche, doit en fait être au cœur un peu de sa démarche pour trancher un peu avec ce monde stable, linéaire, où on peut se permettre d'avoir des certitudes, et entrer dans ce monde-là où l'incertitude prédomine, et justement il va falloir quand même construire avec des ponts, avec des gens qui sont pas tes amis naturels, qui sont pas d'accord avec toi sur tout, mais avec qui il va falloir créer un dialogue un peu fécond et des interdépendances qui vont permettre quand même d'avancer dans une direction qui soit profitable à tout le monde. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors je vais dresser un portrait idéal et pas forcément un portrait type. Donc on ne va pas forcément dans la réalité cocher toutes les bonnes cases, mais il faudra en cocher quand même quelques-unes. Un point qui me semble très important et peut-être très éloigné d'un certain nombre de décideurs, mais aussi d'acteurs qui sont dans l'accompagnement des territoires, l'ingénierie territoriale et autres, puisqu'on parlait plus spécifiquement de ça, c'est de comprendre le monde dans lequel ces acteurs-là vivent. Et je pense que beaucoup ne le comprennent pas. Là, je suis absolument formel là-dessus, et pour en fréquenter certains, je le dis et je le redis. Quand je dis ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent, je ne parle pas du monde dans lequel ils ou elles ont grandi. Je parle bien du monde dans lequel ils ou elles vivent, c'est-à-dire pas un monde qui était le monde dans lequel ils étaient jeunes il y a 10, 15, 20... Le monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment le monde d'aujourd'hui, avec sa grammaire, avec ses problématiques, etc., etc. Et effectivement, on se spécialise, on rentre dans un milieu professionnel, on utilise un vocabulaire très particulier, partagé, etc. Et on n'a pas forcément, plus forcément le temps, la curiosité ou le contact, tout simplement, avec d'autres sphères, avec d'autres milieux, avec ce qui se passe ailleurs. Et souvent, il y a quand même un décrochage très grand, notamment dans les milieux de l'écologie, ou en tout cas d'une certaine... oui, peut-être même d'ailleurs les milieux de l'écologie radicale, avec d'autres
mais aussi institutionnelle, paradoxalement. Je pense que les deux ont aussi leur espèce de bulle de filtre en un sens. On retrouve Retrotopia avec la question de ce truc-là, hein, la tribu, la bulle, il appelle ça le retour à l'utérus, je crois. De trucs, et effectivement, il faut à minima comprendre au niveau idéologique ce qui est en train de se passer, idéologique, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Sinon, effectivement, on se prépare à des contenus, ne serait-ce que par les postures qu'on engage, les termes qu'on utilise, qui peuvent être très très vite extrêmement chargés. Je donne juste un exemple. Si vous voulez mettre en place, et toute ressemblance est purement fortuite, si vous voulez mettre en place la redevance incitative sur les ordures et que vous demandez aux gens d'utiliser un pass pour déposer leurs ordures, c'est mort en fait. Voilà. Les gens ils veulent pas de pass, PA2S. Ça ne passe pas littéralement, et ça c'est quelque chose que j'ai vu taguer sur une poubelle. Ça ne passe pas, ouais. Avec à côté une poubelle qui était taguée liberté. Voilà. C'est drôle d'ailleurs parce que souvent on constate que même quand les gens utilisent des mots dans certaines bulles de décision, on refuse de les voir parce que tu vois, ça ne passe pas avec marqué liberté. Les personnes nous disent là ce qui pose problème. Tout à fait. C'est pointé du doigt, c'est dit. Il n'y a pas de. Non, tout à fait. Et parfois on dit, mais c'est les réseaux sociaux. Trump, c'est les réseaux sociaux au pouvoir aussi. Musk, pareil, etc. Donc peut-être que ce monde, il n'est pas comme on le souhaiterait. Ça, je peux tout à fait le concevoir. Mais on ne peut pas se passer du fait de s'y intéresser, d'essayer de le décrypter à minima, de comprendre ce qui se passe, qui d'ailleurs permet d'avoir un lien avec différentes générations, parce qu'il y a plusieurs temporalités qui cohabitent en réalité. Je dis même pas le monde des jeunes, parce que leur propre monde, il va être remplacé très très vite par un autre monde, etc., etc. J'ai une image pour ça, moi, c'est en gros, quand on est un décideur, on peut plus être dans sa tour d'ivoire. Parce qu'on est obligé d'avoir les bottes sur le terrain. On est obligé d'aller se prendre des coups, d'aller discuter avec les gens, de se faire insulter, on est obligé d'accepter ça, de comprendre ce qui est en train de se jouer, parce que en fait, comme je pense que c'est très compliqué pour tout le monde de comprendre, le minima, c'est d'essayer quand même, avec les gens avec qui on travaille, d'essayer de construire une vision un peu commune de ce qui est en train de se passer, de comment on essaye de résoudre les choses. Tout à fait. Il y a un minima de se brancher sur un certain nombre de réalités pour qu'il y ait des choses qui remontent. Voilà. Ça, c'est une première, j'allais dire même une première exigence d'une certaine façon, de sortir pour ceux qui ont fait ça, par exemple, d'une culture, une culture Sciences Po, qui va bien, etc. Mais on a des élus ou des cadres A qui ont une certaine culture qui est souvent quand même très très éloignée d'autres cultures ou micro-cultures qui émergent ça et là, et loin de finalement à la fois les mépriser ou les ignorer. En fait, il faut au contraire essayer de comprendre ce qui se joue là, parce que si on doit décider, si on doit faire de la démocratie avec des gens qui partagent cette culture-là, ça devient une étape absolument fondamentale pour s'adresser à eux, pour les comprendre et éventuellement demain d'ailleurs travailler avec ces personnes-là. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est peut-être d'avoir une posture ouverte sans forcément les conduire soi-même, mais à la notion d'enquête. C'est-à-dire, quand je dis la notion d'enquête, c'est pas forcément une enquête qui est portée par un enquêteur professionnel, un anthropologue, un sociologue ou autre. D'ailleurs, les enquêteurs professionnels, il faut quand même bien le dire aujourd'hui, n'ont pas forcément les moyens, avec la recherche par projet, de mener des enquêtes. Parfois, ils mènent des enquêtes quand ils ont décroché un projet qui leur donne un peu d'argent pour le faire, mais le reste du temps, en fait, on se demande quel est le modèle économique de l'enquête aujourd'hui. Et c'est la même question pour les journalistes, d'ailleurs. C'est de plus en plus difficile de financer des enquêtes. L'investigation. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin justement de mener des enquêtes. Et quand on fait de la redirection écologique, on a besoin de mener des enquêtes. Donc moi, je matérialise aussi cette question. C'est pas une question morale. Menez des enquêtes, s'il vous plaît, vous serez gentil. Non, qu'il y a un modèle derrière qui permette de le faire, et donc parfois contourner un certain nombre de difficultés pour comprendre ce qui se joue justement sur le terrain, ce qui anime les personnes, quels sont leurs attachements. Et cette enquête-là, ça peut être une enquête en fait que déjà des gens commencent à mener en se posant des questions au cœur de leurs institutions, au cœur de leurs organisations, en disant mais il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas. Quand la maire... on a les gens de la société d'aménagement qui sont alertés via un élu
par le GIEC normand, le GIEC local, qui leur dit en fait les données du GIEC d'il y a 10 ans, elles sont plus bonnes aujourd'hui et du coup l'eau va monter. En fait, on a des gens qui commencent à mener une enquête sur ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer si je fais aboutir ce projet sur lequel je travaille depuis 10 ans, qui est une question quand même assez vertigineuse. Est-ce qu'il faut que je demande à interrompre ce projet-là, auquel je suis moi-même très attaché, qui est un projet assez sympa d'écoquartier, qui va permettre de loger des gens, ça va rapporter de l'argent à la collectivité via la fiscalité, etc. etc. Non, peut-être qu'il va falloir l'interrompre. Donc voilà, c'est cette ouverture-là, la capacité finalement à être dans ce type de posture, qui est un point, je pense, tout à fait essentiel. Donc ça se décrète pas, ça, hein, c'est pas quelque chose, mais c'est cette faculté finalement à interroger la trajectoire d'un projet, d'une organisation, à se poser des questions, peut-être à se dire s'il y a quelque chose qui cloche, il y a peut-être un fil à tirer et on va voir où ça va nous mener. Je le traduis avec mes yeux à moi, c'est que j'ai l'impression que c'est être capable de faire dialoguer le futur et le présent en fait. Aussi, oui, bien sûr. Et du coup d'organiser la discussion autour de ces deux sujets-là en disant est-ce qu'on est bien sûr que la photo du présent et la photo des futurs Tout à fait. est complètement en raccord par rapport à la trajectoire qu'on est en train d'emprunter, et sinon est-ce qu'il peut y avoir ajustement, et sinon est-ce qu'il peut y avoir renoncement, et sinon non, comment on organise ça, et je trouve que ce qui est compliqué, hein. Je pense que pour un être humain c'est pas naturel, effectivement ce que tu disais, ça se décrète pas, c'est pas naturel chez un être humain et c'est pas naturel dans une organisation, donc d'où l'intérêt aussi de se doter de ces structures là en fait en interne pour avoir un peu mettre cette culture là en fait en place. Tout à fait. Il y a aussi la capacité à se mettre au travail sans avoir les réponses aux questions d'emblée. Et ça rejoint exactement le point que tu viens de faire, hein. Je me souviens, comme ça je traduis un petit peu l'action d'Olivier Rard, qui avait travaillé sur l'exemple de Métabier, qui avait initié un petit peu l'action finalement de commencer à sortir de la dépendance à la neige pour ce territoire, notamment la station de ski dont il s'occupait, en disant, je synthétise de cette manière, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on doit y aller. Et donc il faut qu'on y travaille pour apporter une réponse à cette question. Ce qui est intéressant, parce que là encore, ça vient en rupture avec des modèles de financement. Pareil en recherche, même en recherche, on n'a plus le droit à cette incertitude de dire on va faire une recherche, on ne sait pas où ça va nous mener. On ne va pas se faire financer comme ça. Maintenant, il faut dire exactement ce que l'on va découvrir, ce qui est plus une forme d'ailleurs d'ingénierie que parfois de recherche au sens plein du terme, même s'il y a un double jeu, hein. Les chercheurs disent voilà ce qu'on va faire, et puis en fait ils ont une autre idée en tête, donc ils jouent aussi avec le système, mais ça veut dire qu'ils sont toujours dans une espèce d'ambivalence, de décalage, et qu'on est dans un jeu où tout le monde, on se ment, on sait qu'on se ment, mais on continue quand même. Ouais, tout en disant que le système... il est à mourir de rire. Voilà. Pour moi, ça ressemble à un entretien d'embauche, quoi. C'est-à-dire, l'employeur masque une partie de la réalité, le candidat aussi, et tout le monde est là en train de jouer une espèce de sketch généralisé. Oui. Il y a quand même un peu... Mais il y a beaucoup de décorum, on se cache derrière son petit doigt. Savoir aussi se cacher derrière son petit doigt, parfois c'est très utile. Toujours dans l'exemple de Métabier, Olivier me disait, mon élu, à un moment donné, il a dit... on va maintenir la station tant que faire se peut. Ce qui peut indiquer qu'elle va être fermée demain. Mais c'est pas dit de cette manière-là. Et donc parfois on a besoin aussi de mettre des formes, travailler sur ces formes. C'est un truc sur lequel Bruno Latour, d'ailleurs je pense, insistait beaucoup, le côté l'artificialité finalement de la politique, qui rejoint, je pense, ce que tu disais sur l'ingénierie de la décision. C'est pas des choses qui sont forcément naturelles. On a besoin de formes, on a besoin d'équipements. Là, c'est un des domaines où finalement l'artificialité n'est pas forcément connotée négativement. Là où en général dans l'écologie, l'artificialité est connotée très très négativement et la naturalité très positivement, ce qui est problématique en soi. Et d'ailleurs aujourd'hui encore plus parce qu'avec Robert Kennedy Jr., qui au départ est un écologiste à la santé aux États-Unis, on voit bien que cette connotation-là, elle commence à être un petit peu déconnante. Mais en tout cas, oui, avoir des formes de l'artificialité, effectivement, dans ces domaines, c'est pas du tout superflu. Au contraire, avoir du savoir-faire aussi, finalement, pour conduire ces actions-là. Olivier m'a même encore plus loin. Il dit il faut qu'on n'est pas des gentils. Il faut qu'on sache ne pas être des gentils et faire vraiment de la politique au sens politicien du terme. Au sens des rapports de force qui sont naturels tout à fait. Et essentiels parce qu'ils nourrissent nos sociétés et ils continueront à nourrir nos sociétés quel que soit le chemin qu'on empruntera de toute façon. Donc nier cette partie-là, je trouve que c'est très dangereux en fait, comme s'il peut y avoir un consensus
immuable sur tous les sujets et que c'était pas construit à partir justement d'opposition aussi. Disons qu'au-delà de la critique qui est assez répandue de la science dans les milieux de l'écologie, il y a quand même un socle commun finalement, paradoxalement, qui est celui justement de dire la science dit le vrai, donc ça va permettre derrière d'assurer une décision politique ancrée sur la science. Et finalement, de la même manière, il y a une protestation contre des réactions à la Trump, parce que mais regardez, le constat, il est là. C'est la catastrophe environnementale, c'est la catastrophe écologique, et donc derrière, il devrait y avoir une action à proportion finalement de ce constat. Et en fait, effectivement, ça ne fonctionne pas là-dessus. Donc là, il y a quelque chose aussi à déconstruire. Je me souviens d'avoir donné une intervention l'été dernier, puis il y avait une interlocutrice après moi, parce que moi souvent je dis, je ne m'exprime pas au nom de la morale. Renoncement, c'est pas une question morale pour moi, c'est autre chose. Et elle m'a dit, moi j'ai envie de m'exprimer au nom de la morale et de la science. Alors, d'une part, aujourd'hui, je pense que c'est compliqué, parce que les gens vont sortir leur fusil et pour la morale et pour la science. Ouais, clairement. Donc là, exactement, là on va se faire tirer dessus comme des lapins, possiblement littéralement d'ailleurs. Et en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on s'exprime au nom de la morale et de la science, la place laissée à l'interlocuteur en face, elle n'est pas marge de manœuvre, elle n'est pas très grande. C'est le problème même de la notion de bien et de mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'on est le bien, ça allait quand même peu de jeu pour l'interlocuteur en face pour se positionner, quoi. Ça crée un débat qui est quand même c'est là où la reconnaissance de sa propre ambivalence peut être une condition fondamentale d'ailleurs pour engager un travail pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue. Est-ce que tu vois d'autres compétences? Parce que je vois le timing là, donc on va devoir terminer. Donc je sais, est-ce que tu vois quelques caractéristiques encore fortes à... Pour moi, c'est plus une histoire de posture que de compétences. Ouais, vraiment des postures. Une forme d'humilité, une forme de tact. De tact. Effectivement. Et pour moi, d'ailleurs, l'enquête, c'est plus une posture qu'une compétence. C'est vraiment une ouverture, une capacité, finalement, à poser d'autres questions que celles qu'on posait au sein de l'organisation, au sein de l'institution. Et donc, d'une certaine manière, une précondition pour envisager, disons, sur un autre mot, sa redirection ou sa bifurcation. Okay. Rouvrir la boîte noire, finalement. Voilà. Pour moi, l'enquête, c'est un petit peu la condition qui permet de faire ça et qui, encore une fois, n'est pas un savoir, une compétence ou une prérogative d'un professionnel, mais qui, en fait, est beaucoup plus une manière d'être au monde qu'on déploie, en fait, tous les jours. Ce que disait d'ailleurs John Dewey, le philosophe, quand on a un problème, un trouble, une difficulté, en fait, on va se mettre soit individuellement, soit collectivement très vite dans une démarche qui est une démarche d'enquête. Alors, j'ai découvert un terme, l'agentivité. Ouais, capacité à agir. Du coup, tu vois, moi je le relie beaucoup à ça. C'est-à-dire, justement, en fait, quelle que soit finalement la situation, d'essayer de trouver un chemin quand même. Tout à fait. Justement, de dire, je sais pas exactement quel va être le chemin. Exactement. Mais je vais le trouver. Et depuis que j'ai découvert ce terme-là, je suis là, en fait, ça résout beaucoup de questionnements que j'avais sur la question des castings, la question des compétences à développer. Je pense que c'est une compétence qui est essentielle parce qu'en fait, elle renvoie justement à cette notion d'incertitude, d'humilité un peu sur le bon chemin ou le mauvais chemin. C'est le chemin que tu arrives à trouver quand t'es perdu, quoi. Exactement. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et en tout cas, c'est quelque chose à mobiliser aujourd'hui parce que d'une certaine manière, c'est à la fois le chemin collectif qui a été perdu et aussi le chemin individuel. Et on voit bien d'ailleurs que beaucoup d'interrogations, d'expérimentations, pas toujours réussies d'ailleurs, mais ça peut être le cas aussi des gens qui sont dans QAnon, etc., qui cherchent par là une réponse à leurs interrogations, avec des enquêtes qui sont des enquêtes qui deviennent un peu très vite des récits, donc plus trop des enquêtes, mais il y a quand même un peu cette figure-là qui coince quelque part. Ce récit. Exactement. Il y a une appropriation individuelle de comment je suis rentré dans ces sujets-là. Il y a un récit qui se construit comme une enquête, même s'il n'en est pas forcément une. Donc il y a vraiment cette tendance à aller dans cette direction. Donc on voit que ça se généralise d'une certaine manière. Des gens qui expérimentent d'autres modes de vie, des expérimentations avec des idéologies nouvelles, et là il y en a des tonnes aujourd'hui. Enfin, ouais, on voit qu'il y a quelque chose quand même de cet ordre, pas toujours maîtrisé, qui va pas toujours dans le bon sens, entre guillemets. Que ce soit pas maîtrisé, justement. Cette espèce de caractère touffu et ok, on sait pas, donc on va tester plein de trucs, et au milieu de tout ça, il y a quelque chose peut-être qui va fonctionner. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus magnifique en fait chez l'être humain. Alors ça donne le meilleur et le pire, mais il y a quand même quelque chose on sent bien qu'il va falloir réinventer, et du coup chacun en fait avec son propre regard teste des choses pour essayer de se dire bon, peut-être que comme ça peut fonctionner. Je trouve que pour le coup, si je devais écrire une ode à l'histoire de l'humanité, pour moi c'est ça, c'est que là on sent, tout le monde se rend compte que le modèle est en train de vaciller.
Et du coup, il y a plein d'expérimentations partout. Je trouve ça passionnant. On est assez loin, effectivement, de la planification. Mais effectivement, le maître mot, ça peut être celui, de ce point de vue-là, de l'expérimentation. Tout à fait. Alors, même si c'est passionnant, je pense qu'on va devoir finaliser. Pour terminer, je vais te demander, j'aime bien terminer le podcast comme ça, qu'est-ce qu'on doit finalement aux générations qui sont en train de venir et peut-être me citer ou en tout cas me recommander 1, 2, 3 ressources qui t'ont particulièrement marqué ces derniers temps et que tu recommandes un peu aux gens qui écoutent ce podcast. Alors c'est une vaste question. Mais une réponse rapide. Une réponse rapide. Qu'est-ce qu'on doit aux générations ? La réponse, c'est, voilà, certains ont dit devenir un bon ancêtre, c'est-à-dire d'essayer à son échelle de contribuer finalement au maintien des conditions d'habitabilité pour demain, sans forcément enfermer dans une trajectoire, justement prédéfinie, en se disant j'ai une idée géniale, c'est celle-là, sauf qu'en fait peut-être que cette idée c'était pas la bonne, et dans ce cas-là on a enfermé tout le monde dans une trajectoire absolument non viable. Donc voilà, essayer d'articuler le fait d'aller, si possible, dans la bonne direction, et en même temps de laisser à ces générations des marges de manœuvre, parce que leurs questions et leurs réponses ne seront pas les mêmes que les nôtres. Donc voilà, quel héritage on leur laisse ? Bon, c'est quand même ça aussi un peu une des questions qui est au cœur de mes interrogations. Ok, super. Et la ressource, écoute, je vais proposer un livre qui n'est pas forcément sur directement les questions d'écologie, mais c'est un livre qui m'a marqué au cours des derniers mois. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais celui-là en particulier. Ça s'intitule, alors c'est sorti il y a plusieurs années déjà, Le mythe du désenchantement en anglais, donc The Myth of Disenchantment, c'est un peu difficile à prononcer. Et c'est un livre d'un universitaire qui nous parle en fait du désenchantement, qui a souvent été vu comme une caractéristique de l'Occident ou de l'Europe. Il y aura une civilisation comme ça qui irait vers progressivement une forme de désenchantement. Dieu est mort, les dieux sont partis, etc. Là où ailleurs, dans d'autres civilisations, on croit encore aux dieux, et les gens sont un peu naïfs, alors que nous, on est plus naïfs depuis bien longtemps. Et en fait, il montre que même un certain nombre d'acteurs, de penseurs, sociologues, philosophes ou autres, qui ont porté comme ça, d'une manière ou d'une autre, cette problématique du désenchantement, eux-mêmes avec des positions justement beaucoup plus ambivalentes vis-à-vis du désenchantement, qu'on avait qui étaient secrètement occultistes, qu'on avait d'autres qui croyaient aux fantômes, mais scientifiquement, mais quand même qui croyaient aux fantômes, ou à la parapsychologie, qui disaient c'est une bonne idée quand même, je suis agnostique, du coup peut-être qu'il y a des fantômes, parce que je suis un scientifique, je n'exclus pas le fait qu'il y ait des fantômes ou des phénomènes paranormaux, et qu'en fait c'est une histoire beaucoup plus complexe, qui est notamment liée à la colonisation, c'est-à-dire ce récit il a permis aussi d'établir une différence entre eux et nous, ceux qui sont encore enchantés et ceux qui sont désenchantés, etc. Une différence entre des stades, civilisation et compagnie, et qu'en fait cette dimension-là, c'est une dimension que sans doute il sera impossible d'expurger, et qu'en fait il a été impossible, je pense, jusqu'alors d'expurger, et au contraire avec Internet, avec les IA génératives, on voit aujourd'hui une explosion sur tout ce qui est ésotérisme, occultisme, techno-occultisme quasiment, des dimensions religieuses mais pas que, et je pense que ça explique aussi en partie le fait de ne pas reconnaître ces dimensions, notre incapacité à répondre à des phénomènes comme celui de Trump, qui a essayé aussi lié à des formes d'occultisme, de magie mimétique aux États-Unis avec Pepe the Frog et tout un ensemble de manifestations culturelles qu'on va pas décrypter ici, mais qui sont très intéressantes à analyser. Et si on n'a pas justement un regard sur cette situation et une grammaire qui permet de comprendre qu'en fait ce sont des phénomènes sans doute irréductibles et qu'il vaut mieux les canaliser, les accueillir d'une certaine manière que s'en désintéresser et les laisser complètement à l'abandon et en friche pour que des forces pas toujours bien intentionnées s'en emparent, on manque effectivement aussi une dimension très importante, y compris de la géopolitique. Donc voilà, je recommande vraiment la lecture de ce livre qui est une vaste histoire à partir de quelques position comme ça de philosophes et de penseurs de cette question du désenchantement. C'est vraiment ce que je pense j'ai lu de meilleur depuis des années. Écoute, je mettrai le lien en bas du podcast. C'était un vrai plaisir de t'accueillir, pour Alexandre. Moi aussi. Écoute, j'espère que les gens qui nous écouteront auront eu autant de plaisir à nous écouter que moi à animer ce podcast-là.
qui n'hésitent pas d'ailleurs à réagir et à nous faire parvenir leurs questions, leurs recommandations. Je donnerai les liens de tes ressources habituelles. Tu as écrit de nombreux ouvrages. Je ferai les liens également. Et puis, si jamais il y a des questions qui remontent, je te les ferai passer de toute façon. Un grand merci à toi pour cette fenêtre de discussion extrêmement plaisante, surtout par les temps qui courent.